Oui, mes chers collègues, je voudrais insister sur le défaut de garantie sur des éléments fondamentaux dans ce traité. La première chose, vous rappeler qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup dire que le Canada, ce sont nos amis. Je vous alerte sur le fait que Justin Trudeau, qui n'est pas un modèle du point de vue environnemental, mais qui n'égale pas un certain Andrew Scheer, qui pourrait prendre le Canada, c'est-à-dire qui pourrait être à la tête du Canada demain, et qui est, lui, totalement climato-sceptique et en désaccord avec l'accord de Paris. Donc les garanties, si nous ne les avons pas aujourd'hui dans les textes, demain, nous risquons d'être particulièrement meurtris par les décisions qui seraient prises par le Canada. Et de ce point de vue, il se trouve que les ICS, les fameux tribunaux d'arbitrage qui sont rebaptisés aujourd'hui, laisse un goût d'inquiétude profond. Je vais prendre quelques exemples d'arbitrages ancestraux. En 2004, Cargill a... c'est possible d'avoir un petit peu de silence? C'est important. On vous écoute, madame. Je vous remercie. On vous écoute, ma chère collègue. Merci. J'insiste juste sur ce point. Cargill a porté plainte contre le Mexique à cause de la création d'une taxe sur les sodas et le Mexique a versé 90,7 millions de dollars au groupe américain. En 2010, Tampa Electric versus le Guatemala, à cause d'une loi plafonnant les tarifs de l'électricité, le groupe obtint 25 millions de dollars. Et quand les États gagnent, cela coûte, puisque c'est au minimum 8 millions de dollars que nous devons verser pour pouvoir justement se justifier quand on est un État qui décide de réglementation nouvelle. Dans l'Ontario, au début des années 2000, a été décidée la fermeture de centrales à charbon pour mettre en place un dispositif de soutien avec des énergies renouvelables basé sur un rachat à tarif préférentiel quand c'était produit localement. On privilégiait donc les acteurs locaux, pas simplement du point de vue... Je peux terminer juste là-dessus, ayant fait un petit silence. Je veux juste dire que cela a été cassé et qu'on a donc empêché la relocalisation. Donc ce qu'on est en train de voter est particulièrement grave et peut pénaliser des politiques publiques. Les votes des différentes motions déjà présentées ce soir, comme l'amplitude des forces syndicales, associatives, des différentes ONG qui s'opposent à ce traité montrent à quel point vous êtes de plus en plus isolés. Finalement, messieurs les ministres, vous parlez la langue morte d'un libre-échange obsolète avec lequel il est urgent de rompre. Tout indique qu'il faut relocaliser nos activités, tout indique qu'il faut limiter nos échanges, et c'est tout le contraire que vous faites. Et rien que par l'augmentation de ces échanges et des émissions de gaz à effet de serre dont il procède, le CETA est climaticide. Et il devrait être interdit à toutes celles et ceux qui, mardi, appuieront sur le vote pour voteront pour le CETA, de pouvoir donner quelques leçons que ce soit ensuite en matière de climat. Vous serez définitivement des tartuffes de l'écologie, des écologistes de pacotille, car voter le CETA n'est pas compatible avec la défense du climat. Mais finalement, nous discutons ce soir et au beau milieu de l'été d'un traité qui est d'ores et déjà appliqué à 90%. Dès lors, en quoi consistent les 10% restants qui ne sont pas encore appliqués et sur lesquels il s'agirait ce soir de se prononcer? Il s'agit sans doute de la partie la plus gravissime, en ceci qu'elle procède d'un précédent grave, cette fois avec le Canada et demain avec qui d'autre? Je parle bien sûr des fameux tribunaux d'arbitrage qui permettront à des multinationales d'attaquer des États si elles estiment que les lois de ces États souverainement votées sont contraires à leurs intérêts. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'un projet transpartisan signé Sarkozy, Hollande, puis Macron. C'est une capitulation en rase campagne du pouvoir politique, à moins que ce ne soit finalement l'objectif inavoué du projet néolibéral que vous poursuivez, puisqu'à la fin, ce type de traité consiste en une chose: confier définitivement les clés du pouvoir politique aux multinationales. Merci. Bien, la mondialisation, les traités de libre-échange sont les causes de toutes les crises que nous vivons. Vous avez reconnu l'auteur de ces lignes, c'est Nicolas Hulot. Et je dois dire que sur ce traité comme d'autres, la question n'est pas de stopper le commerce. La question, c'est d'arrêter de le développer. Les critères qui sont ceux du libre-échange sont assez simples. Il s'agit d'exporter dans les pays producteurs des produits que ceux-ci font. Sauf que c'est des produits à chaque fois moins chers, pour la simple raison qu'on met en place un moins-disant social et écologique. C'est ça qu'il faut dénoncer.
C'est ça qu'il faut dénoncer. C'est ça, par exemple, qui fait que depuis que le CETA a été mis en application, il y a eu plus 63% d'exportation d'hydrocarbures du Canada vers l'Union européenne. Au point que le rapport Schubert dit « Rien n'est mis en place pour limiter le commerce des énergies fossiles », évidemment, puisque le but, c'est le commerce. Attac expliquait il y a peu que, selon certains chiffres, le développement du commerce international serait à hauteur de 20% de l'augmentation du gaz à effet de serre. Nous n'avons plus le luxe de ce grand déménagement du monde. Nous ne pouvons plus le vivre à l'heure où la question climatique est urgente, non pas en décennies, mais en question d'années. Et je dois dire que par rapport à ceux qui nous jouent le point Godwin, qui nous expliquent, comme je l'ai entendu il y a peu à une radio, d'une ministre, que finalement, si l'écologie c'était le nationalisme, le protectionnisme, le repli sur soi, alors elle n'était pas d'accord. Je dirais qu'on ne peut pas accepter cette espèce de chantage qui laisserait dire qu'il y a libre commerce ou fascisme. La question d'alternative, c'est la relocalisation, c'est les circuits courts, c'est le protectionnisme solidaire, c'est des accords commerciaux bilatéraux, parce qu'il faut qu'ils continuent d'exister, mais sur des critères sociaux et écologiques, et qui fassent en sorte qu'on arrête d'apporter ou d'exporter ce que les pays peuvent produire. Voilà quelle serait l'alternative au libre-échange, qui est non seulement un écocide, qui est un fauteur de guerre, est un fauteur de mort-disant social. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais m'adresser aux députés de la majorité. Le soutien sans faille que vous apportez au libre-échange pouvait encore être admissible au moment où nous ne connaissions pas les effets délétères de nos activités économiques et commerciales sur le changement climatique et la biodiversité. Les discours de justification que vous produisez pour soutenir la ratification de cet accord de libre-échange sont d'un autre temps. Vos éléments de langage pour défendre le libre-échange appartiennent au passé. Et je vous le dis très tranquillement, si ces accords du passé ne disparaissent pas définitivement des politiques publiques, c'est nous tous qui allons y passer. Voici la réalité terrible du changement climatique et de la 6e extinction de masse des espèces. Elle pose la question de la survie de l'espèce ou au moins de la continuation de la vie dans des conditions décentes. C'est donc la logique même du libre-échange qui est en cause. Toujours plus de marchandises, toujours plus de bateaux, d'avions et des camions pour les déplacer. Voici ce que vous nous proposez avec cet accord de libre-échange et les autres. Mais vous devez tout de même vous rendre compte que de telles politiques commerciales vont mécaniquement augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Cet argument est imparable. Il a été défendu par la commission convoquée par le président de la République lui-même. Aucun contre-argument ne nous a été opposé à ce propos. J'espère donc que vous ne voterez pas en faveur de cet accord meurtrier. Je dis meurtrier en pesant mes mots. Tout ce qui aggrave le changement climatique est aujourd'hui de nature à augmenter le nombre de morts que ce phénomène causera dans le siècle à venir. Cet accord aggrave le changement climatique. Hier, nous apprenions que le permafrost fondait avec 70 ans d'avance sur les prévisions du GIEC. Rien de cela ne vous alarme, rien ne retient votre attention dans cet événement, rien n'interpelle votre responsabilité en tant qu'être humain. À l'heure où nous allons pouvoir nous exprimer sur ce texte, j'invite les parlementaires de la majorité à considérer la question à partir de cette mise en perspective. Nous ne sommes pas aujourd'hui des marcheurs, des insoumis, des socialistes, des centristes, des communistes. Nous sommes la nature qui doit se défendre, comme disent les jeunes dans la rue. Et pour se défendre, nous devons laisser le libre-échange derrière nous. C'est depuis cette tribune, à cette place, à ce micro là-bas, qu'il y a quelques semaines, le Premier ministre évoquait l'urgence climatique et nous promettait l'accélération écologique. Mais qu'avons-nous au menu aujourd'hui? En entrée, vous nous proposez de la céphate, de la mitraze, de la trazine, 46 molécules au total, 46 molécules interdites en Europe, interdites à nos agriculteurs. 46 molécules que nous allons pourtant importer dans nos assiettes. En plat de résistance, qui porte bien mal son nom, c'est plutôt un plat d'abandon, un plat de capitulation, du bœuf nourri aux farines animales. Ces farines animales, depuis la crise de la vache folle, la France les a prohibées, mais chassées de notre agriculture par la porte, elles reviennent donc par la fenêtre du libre-échange. Vous nous servez ces farines animales avec beaucoup de salades, vos mensonges. Oui, vous avez menti aux Français. Quand vous dites, monsieur le ministre, les viandes issues de farines animales sont et demeurent interdites à l'importation et à la consommation en Europe, vous mentez. Et vous, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure, quand vous dites tout produit interdit sur le marché européen reste interdit à l'importation, vous mentez. Car soyons précis, la seule chose que le CETA ne permet pas, c'est d'importer du bœuf aux hormones. Ça, c'est exact. Et la seule chose que la loi canadienne ne permet pas, c'est le cannibalisme, que des bovins mangent d'autres bovins leur farine. Mais le reste,
tout le reste est permis. Les 46 pesticides, les farines de mouton, de porc, de volaille, de seaux, d'anse, de poils, de plumes, les antibiotiques activateurs de croissance. Rien n'est prévu, comme le rappelait le rapport, qui pointait une harmonisation par le bas. Je veux dire que cette harmonisation par le bas n'est pas un dommage collatéral du libre-échange. Cette harmonisation par le bas en est l'essence, le cœur, le but recherché par les firmes, par les multinationales et leurs lobbies. C'est cette œuvre que vous poursuivez ce soir, ce travail de sape à la fois du droit du travail et de la protection de l'environnement. Bravo à vous. Cela fait 20 ans qu'en France, des associations, des citoyens, des paysans et des politiques s'engagent pour faire prendre conscience des dangers que représentent les cultures OGM et l'utilisation des pesticides qui les accompagnent, que ce soit par rapport à la biodiversité ou à la santé. De son côté, le Canada, entre 1994 et 2014, a vu l'utilisation des pesticides agricoles progresser de 157%. La culture des OGM est autorisée depuis 1995. Le Canada autorise 46 molécules interdites dans l'Union européenne. Les limites maximales de résidus de pesticides autorisés dans l'eau sont moins exigeantes que les nôtres. Concernant le glyphosate, la concentration autorisée dans l'eau potable est 2800 fois plus élevée au Canada qu'en Europe. Aujourd'hui, le Canada est le premier pays qui commercialise du saumon transgénique non autorisé en Europe. Est-ce que vous pouvez nous assurer, nous garantir que le CETA ne permettra pas à l'avenir l'importation de ce saumon qui n'est pas traçable et qui pourrait donc se retrouver dans nos assiettes sans que nous le sachions? Pour l'atrazine, dont l'utilisation est interdite en France depuis plus de 10 ans, une étude de l'INSERM menée depuis 2002 sur les femmes enceintes prouve que le risque d'avoir un enfant avec un poids insuffisant à la naissance augmente de 50% chez les femmes ayant cette substance dans leur urine. Comment pouvez-vous prendre la responsabilité de réintroduire ce pesticide dans notre alimentation? Je vous engage aussi à voir le documentaire Le grain est livré, qui montre combien une agriculture basée sur l'utilisation d'OGM et de pesticides exploite les populations locales, est responsable de la multiplication de cancers, détruit les sols et la biodiversité. Donc tout le monde est conscient que les traités de libre-échange sont un danger pour les paysans qui s'engagent dans une démarche respectueuse à la fois de l'environnement et des populations, qui sont un danger pour la santé. Et le jour où de nouvelles questions de scandales sanitaires seront posées, ceux qui auront signé ces traités en seront responsables. Je vous remercie.